Maître Ngwangu Lukondo Barthélémy, avocat au barreau de Kinshasa Matete, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Justicia Télévision. Merci beaucoup. Alors, nous notons que vous avez déjà 10 ans au sein de votre profession, ça se passe bien? Oui, nous avions 10 ans au sein de notre profession, tout se passe bien. Vous aimez ce que vous faites? Oui, j'aime ce que je fais. Alors, vous êtes à votre premier ouvrage, c'est ça? Oui. Publié sur les guides pratiques des actes des procédures judiciaires congolais. C'est la toute première édition en 10 ans de métier. Vous l'avez même dit dans votre ouvrage, toute procédure judiciaire suppose une succession d'actes écrits. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Madame, merci beaucoup pour la question. Cette inspiration est venue juste, vous voyez, au début de la profession. Il faut toujours passer par les observations de ceux qui nous ont précédés. Et je me suis rendu compte que lorsque j'assiste aux audiences, il y a un article 57 du Code de procédure pénale qui était un article phare lorsque les clients ou les avocats viennent avec les dossiers devant le tribunal. L'avocat ou les avocats évoquaient toujours les exceptions. Et je me posais la question, pourquoi toutes ces exceptions? Et des fois, les juges arrivaient à rejeter certaines actions. Et c'est ça qui m'a permis à réfléchir et je me suis rendu compte que certains avocats conseillent, ils possèdent rapidement avant de saisir le tribunal. C'est-à-dire, avant de poser un acte judiciaire, il y a une procédure à faire. C'est ça qui m'a inspiré pour mettre en place ces fruits que je mets à la disposition de tous les juristes, de tous les professionnels. C'est un livre très intéressant, d'ailleurs, que Justicia TV conseille à nos téléspectateurs qui nous suivent. Oui. On est en train d'ailleurs de décortiquer le contenu, mais est-ce que ces exceptions-là, vous êtes sûr que c'est seulement parce que certains de vos collègues ne maîtrisent pas les actes de procédure, ou alors vous êtes aussi conscient qu'il y a des exceptions qui font partie des manœuvres dilatoires juste pour retarder les choses, parce que les RDC fait quand même partie des pays où les procédures et les procès durent plus de 10 ans pour certains dossiers. Exactement, madame. Donc vous savez faire la différence entre les manœuvres dilatoires et l'ignorance d'un avocat. Voilà. Non seulement l'ignorance des actes de procédure, mais d'abord le traitement des dossiers. Puisqu'avant d'arriver à commencer à poser les actes de procédure, le commencement, c'est d'abord le traitement du dossier. C'est comme ça, dans cet ouvrage, la première partie, j'aborde d'abord comment l'avocat qui reçoit un client chez lui, il peut commencer à traiter un dossier, et après le traitement du dossier, cela va lui permettre à commencer à poser certains actes de procédure. C'est comme ça que lorsque vous arrivez au parquet, par exemple, il y a des faits civils, et certains amènent ça devant le parquet. Donc c'est pour autant dire qu'ils n'ont pas bien maîtrisé le traitement de son dossier avant d'aller devant n'importe quelle juridiction ou devant quelle autorité judiciaire. Et qu'est-ce que vous faites aussi de ceux qui sont en face de vous lors des procès? Je parle des magistrats et des juges qui vous écoutent, dont certains aussi ne comprennent pas aussi le langage des avocats. C'est aussi un problème. Bon, pas nécessairement un problème, mais ça dépend de la question des droits ou la matière abordée. Puisque toutes les matières ne sont pas les mêmes. Vous avez les matières pénales, civiles, commerciales, du travail et tout. Donc, les lois sont déjà précises par rapport à tout ça. Dans chaque matière, il y a une loi précise. Notre législation a quand même mis en place les documents juridiques pouvant nous permettre, lorsque vous êtes en face d'un dossier, de choisir, vous pouvez aller devant quelle juridiction, que ce soit du droit du travail, du droit commercial, du droit civil ou pénal. Donc cela permettrait également au juge qui est saisi de la question de bien comprendre ce que vous dites, puisque c'est la matière qui lui a été saisie, à moins qu'il soit compétent par rapport à ça pour statuer. Alors, sur 131 pages, vous avez martelé dans votre premier chapitre sur la maîtrise de la rédaction des actes de procédure par le professionnel des droits. Oui. Alors, pourquoi insister sur cette maîtrise de la rédaction? Est-ce que vous parlez de l'expression sur le plan littéraire ou de l'expression juridique, tout simplement? C'est l'expression sur le plan juridique, puisque nous parlons de questions de droit. Lorsqu'un juriste reçoit un client, les clients souvent ont une théorie de la raison. Lorsqu'il vient devant son avocat, ce qu'il lui dit, c'est lui qui a raison. Mais l'avocat ne doit pas s'arrêter là-bas puisque son client lui a dit. Il doit examiner tout ce que son client lui apporte comme information. Et après l'information du client, l'avocat doit demander à son client les pièces pour justifier à corroborer les informations qu'il a reçues de son client. Est-ce que c'est conforme avec les pièces qu'il me donne? Donc, en premier lieu,
l'avocat doit commencer à avoir les doutes dans son parler lorsque le client lui amène les faits. Et après avoir douté, pour ne pas tomber dans certains pièges, puisqu'aussitôt récit un client, il vous raconte les faits, vous commencez directement à poser les actes. C'est ça qui nous amène que lorsque vous allez devant les tribunaux, les exceptions sont soulevées et l'action est rejetée. C'est-à-dire l'avocat ne peut pas aller devant un tribunal les saisir, autant donné qu'il n'a pas encore tous les éléments de preuve entre ses mains. Donc il faut commencer d'abord par là. Tout en mettant en tête que quand il s'agit d'une procédure pénale, les éléments de preuve doivent être fournis par le ministère public. C'est lui le maître de l'action. Les éléments de preuve doivent être fournis par le ministère public. Là, nous sommes dans l'hypothèse où le dossier vient du parquet. Mais lorsque le dossier vient par citation directe, la charge de la preuve vient à celui qui allègue les faits. Et là, on vient par citation directe. Et c'est là qu'il y a un problème, madame. Nous avions assisté à plusieurs audiences, surtout dans des citations directes. À la première audience, la partie adverse soulève les défauts de qualité, défauts d'intérêt, obscurité des libellés. C'est comme ça que je reviens pour dire, avant de poser un acte juridique, la rédaction de l'avocat, vous devrez vous rendre compte que ce que je suis en train de porter devant le juge est conforme avec les faits que le client m'a apportés, conformément aux pièces qu'il a mis à ma disposition. À ce moment-là, lorsque vous saisissez les juges, vous avez vérifié la saisine, vous allez vérifier la compétence sur le plan territorial matériel du juge, vous vérifiez les faits. À ce moment-là, vous pouvez demander le fondement de votre action. Vous avez aussi insisté, on reste un peu sur votre premier chapitre, sur les principes qui guident vraiment l'analyse de l'avocat. Entre autres, vous avez parlé de l'humilité, qui, selon vous, serait l'équation personnelle de l'avocat. Vous avez insisté sur le fait que, évidemment, beaucoup de personnes vont trouver ça banal, que vous ayez insisté sur le fait que l'avocat devrait être humble. Je ne sais pas si je suis dans vos termes. Alors, pourquoi vous avez insisté sur ça? Oui, madame. Qu'est-ce que cela a à voir avec la profession? J'ai insisté pour ça, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison pourquoi, madame, les droits, c'est un vaste champ, d'où pour y entrer, il faut être bien outillé. Mais il se fait que dans notre profession, certains avocats, lorsqu'ils reçoivent un client, ils n'ont pas cette humilité-là. Ils se croient tout connaître. Vous n'avez que 10 ans de profession. Attendons voir quand vous aurez 30 ans et beaucoup vous appelleront caïman. Est-ce que vous allez toujours être humble? Il n'y a pas de souci. Les droits, nous apprenons tous les jours. Je peux vous donner un exemple. Nous sommes en 2010. Les droits communautaires au WADA viennent. Vous allez me dire que ceux-là qui ont terminé l'université, qui ont prêté serment depuis 1980, connaissent effectivement ces droits au WADA? Non. Ils doivent s'humilier pour voir lorsqu'il y a une question de WADA, qui a déjà maîtrisé cette question-là. C'est de même avec toute la procédure que nous faisons dans nos juridictions. C'est une question de droit qui est un peu compliquée pour vous. On ne peut pas être savant pour tout connaître. Ayez cette humilité d'aller demander à celui qui a déjà soit fait cette procédure-là ou qui maîtrise bien la matière. Il vous donnera l'information et ça va vous aider à mieux traiter votre dossier. Alors, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, posée par un téléspectateur. En son temps, par rapport à ce principe d'humilité, il y a des avocats qui exagèrent en prenant contact avec les clients de la partie adverse pour négocier des arrangements, des ententes. Vous savez que ça se fait et ça se passe et c'est illégal aussi. D'ailleurs, c'est contraire à la profession. C'est contraire à notre déontologie, ça ne nous permet pas cela. Dans un dossier, lorsque vous vous rendez compte, il y a un avocat de la partie adverse, vous ne pouvez pas prendre directement contact avec le client sans passer par son avocat. Puisque l'avocat représente celui-là que vous voulez prendre contact avec lui. Échanger avec votre contradicteur, votre confrère, celui-là va porter vos dires ou vos entendre à son client et c'est comme ça que ça se passe. Donc, un avocat adverse ne peut pas aller directement prendre contact avec un client où il sait qu'il y a un avocat qui est derrière ce dossier-là. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de vous ériger en donneur de leçons après juste 10 ans de profession? Bon, pas en donneur de leçons, mais du moins, les principes sont établis. Lorsque vous êtes dans les principes, vous ne pouvez pas être sanctionné. C'est dans ce cadre-là que l'avocat qui a un dossier, qui a un client, qui gère les dossiers judiciaires, doit se conformer non seulement à la déontologie, mais au principe légal. Là, vous ne serez pas sanctionné l'un des bons jours. Alors, Maître Barthélémy, votre ouvrage, il faut dire qu'il est intéressant. Vous avez insisté sur le fait qu'un avocat doit travailler avec minutie et méthode, esprit de méthode.
vous insinuez, selon vos propres recherches, que c'est la seule manière pour un avocat de gagner un procès. Oui. Mais vous voulez sous-entendre que les meilleurs plaideurs gagnent toujours des procès, ce qui n'est pas nécessairement vrai dans le contexte actuel congolais, n'est-ce pas? Oui, vous aviez totalement raison, c'est tel que je l'ai dit dans l'ouvrage. Donc, vous savez, lorsque vous avez reçu un client dans votre cabinet, après échange, vous lui demandez des pièces à fournir. Et lorsqu'il vous fournit des pièces, l'avocat table sur les pièces qui sont nécessaires. C'est ça la méthode. Vous ne pouvez pas brandir toutes les pièces pour aller embrouiller les juges. Voilà, nous avions autant de pièces. Non. Un procès peut tourner autour d'une seule pièce. Lorsque l'avocat reçoit un client, il met à sa disposition les pièces pour soutenir son action. L'avocat doit mener une étude minutieuse de ces pièces-là. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, madame, l'avocat ne peut pas s'arrêter seulement là. Il peut aussi également mener des recherches pour savoir exactement ce que le client m'a dit, les pièces à ma possession, est-ce c'est vrai pour aller saisir une juridiction. Alors, vous avez parlé des recherches, ça me pousse à vous poser la question sur l'article, en fait, la page qui concerne seulement les vacations spéciales. On voit que ça fait froid au dos. Les procédures varient entre 50 et 10 000 $. Ce n'est pas à la portée de tous. Je parle des différentes démarches auprès des services spécialisés, plus les vacations d'avocat. C'est lourd quand même. Madame, la profession d'avocat, c'est une profession noble. Mais vous allez vous rendre compte que dans ce domaine-là, dans ce monde, il y a une pléthore des avocats sur le terrain. Tel que vous l'avez dit là, c'est les barèmes que l'avocat doit respecter en face de son client. L'avocat ne peut pas demander une procédure telle que le barème a prévu de 10 000 à 100 000 $. L'avocat demande 10 $, non. L'avocat doit tabler, rester sur la fourchette du barème. Et ça, c'est légal. Il y a la décision du barreau national qui donne nécessairement les actes. C'est comme ça que la troisième partie, non seulement l'avocat doit traiter les dossiers, il doit poser les actes, il doit aussi également savoir les actes que je pose, c'est combien je peux demander à mon client. Voilà. Alors, vous avez expliqué très clairement, je vais dire en français facile, comment on rédige une assignation, comment présenter des requêtes en divorce, comment présenter un certain nombre de choses. Et est-ce que c'est des modèles stéréotypés ou vous avez créé vos propres modèles? Les modèles, ce sont les modèles types. Plusieurs ont cette difficulté-là et vous allez vous rendre compte que dans certains actes que j'ai énumérés dans notre ouvrage, j'ai fait référence aux dispositions légales. Et c'est comme ça que lorsque votre exploit ne respecte pas les mentions substantielles prévues par la loi, votre exploit risque d'être rejeté. C'est comme ça que je fais référence à la loi. Si l'exploit, par exemple, une assignation, et qu'une disposition légale a déjà prévu la forme, vous ne prenez que les modèles qui est conçu dans cet ouvrage et vous aviez l'effet de votre client. Vous pouvez que se référer à ça pour ne pas avoir de difficultés. Alors, on a l'habitude de voir les ouvrages publiés par vos confrères. Ils font souvent référence à leurs aînés quand il s'agit des articles de droit ou des jurisprudences. Mais chez vous, on a vu que ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas trouvé une publication qui vous aurait intéressé pour insérer dans votre ouvrage, sans entrer dans le plagiat, bien sûr. Exactement, madame. C'est ça l'observation que vous avez faite. C'est comme ça que je vous ai dit, avant de concevoir l'ouvrage, je suis parti d'une certaine observation. Et je me suis inspiré des actes que nous-mêmes avons posés sur le terrain. Est-ce que ces exploits que nous avions saisis le tribunal a quand même statué jusqu'au fond? Et certes que nous avions fait référence à tout ça. Et à qui est adressé, au fait, cet ouvrage? L'ouvrage est adressé... Les grands bénéficiaires. Les grands bénéficiaires de cet ouvrage, ce sont les avocats, les défenseurs judiciaires, les huissiers également, puisque vous allez vous rendre compte avec moi, selon l'article 3 du Code de procédure civile, la personne habilitée à rédiger l'exploit, c'est le greffier. Mais par contre, les huissiers de justice... La loi les autorise. Oui, la loi les autorise. Mais vous vous rendrez compte que les exploits sont rédigés par les avocats. Vous pouvez poser la question pourquoi. C'est tout simplement parce que lorsque le client vient, il rencontre l'avocat, c'est à l'avocat qu'il explique ses faits et c'est à l'avocat de défendre la cause. C'est comme ça que l'avocat, en premier lieu, il rédige l'exploit, il le présente au greffier tout simplement pour aller instrumenter. Donc voilà pourquoi, la raison pour laquelle nous nous mettons dans cette logique-là, pour que lorsque le tribunal est saisi,
que celui-ci ne puisse pas déclarer votre action irrécevable. Les moyens d'irrécevabilité sont de plusieurs ordres. Ce n'est pas seulement si l'exploit n'est pas bien présenté, mais soit ça aussi, ça fait partie des éléments d'irrécevabilité. C'est comme ça que je dis à la première partie, il faut bien étudier les dossiers avant de saisir les tribunaux. Est-ce que vous êtes sûr que vos confrères vont lire? Parce qu'aujourd'hui, très peu de gens s'adonnent à la lecture. Hein. Ils sont dans d'autres distractions. Bon, moi je peux dire que c'est un fruit, c'est un produit que nous mettons à la disposition de tous les professionnels des droits. C'est lui qui se sent vraiment, les praticiens des droits, intéressés par rapport à la question que nous avions posée dans notre ouvrage. Il ne peut que s'en procurer pour avoir plus de la connaissance. C'est très important pour un professionnel, pour un scientifique. Donc si on veut savoir comment rédiger les actes de procédure plus facilement, on devrait vous contacter. Plus facilement, vous devez nous contacter. C'est à combien? Ça revient à 20 $. C'est à 20 $ l'ouvrage et vous vous rendrez compte que le contenu est vraiment fondé. Le fond de cet ouvrage, c'est savoir ouvrir les brèches à tout le monde qui ne sait pas comment traiter un dossier, comment rédiger un acte de procédure et combien il va demander. C'est tout dans cet ouvrage. Et où trouver, comment faire pour s'en procurer? Oui, pour s'en procurer, l'adresse est simple. Vous allez nous trouver dans notre cabinet de profession. J'hésite au numéro 5 de l'avenue La Plaine, juste derrière la maison communale, à côté du tribunal pour enfants. C'est le numéro 5. Notre cabinet est juste là à côté. Soit vous pouvez nous contacter par notre numéro téléphonique, c'est le 081 572 88 33. Est-ce que vous avez pensé aussi, à cause justement de la mondialisation, à une version électronique plus facile aussi à accéder pour faciliter la lecture? Oui, on est en train d'y travailler pour ça. Vous savez, la version électronique, il faut la protéger. Sinon, si vous la mettez à la portée de tout le monde, c'est un travail qui nous a pris du temps et nous devons également en bénéficier. C'est-à-dire, si nous protégeons la version électronique, nous la mettrons aussi également à la portée de tous pour avoir accès. On va clôturer avec cette question que vous vous êtes vous-même posée en conclusion de votre brillant ouvrage. Vous vous êtes vous-même interrogé sur l'avenir de l'appareil judiciaire congolais. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à cette question, à votre propre question? On y travaille par rapport à ça, madame. Il y a d'ailleurs une deuxième observation que nous avions faite. Prochainement, nous allons vous y apporter par rapport à ça. La plupart des gens, surtout la population, sont vraiment déçus par rapport au fonctionnement de notre justice. Pour eux, ils voient les choses clairement, mais quand la justice décide, ils sont déçus par rapport à ça. Mais la question à se poser par rapport à ça, c'est de savoir d'abord comment fonctionne cette justice-là. Si la population maîtrise le fonctionnement de la justice, je pense qu'ils ne vont pas se poser beaucoup de questions. Nous y travaillons par rapport à ça et nous pensons que nous allons y trouver la solution. Merci beaucoup, Maître Barthélémy Ngouangoulou Kondo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et toutes nos félicitations pour votre ouvrage. Merci beaucoup, madame. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous venez de publier un premier ouvrage, un des rares d'ailleurs, sur la question sur les guides pratiques d'actes de procédures judiciaires congolais. C'est une édition, une nouvelle édition pour l'année 2024. Effectivement. Et bon vent à vous. Merci beaucoup, madame.